Madame Grollet. Merci, Monsieur le maire. Alors, nous aurons sans doute un débat plus systématique lorsque la charte nous sera présentée. Je souhaite déjà dire combien j'ai apprécié ce court travail dans la commission dans laquelle j'étais. C'est surtout Marcia Mana qui a travaillé avec les personnes les plus compétentes et qui nous a bien donné la parole, en tout cas, sur ce que nous pouvions apporter également. C'était en effet une bonne méthode de travail. Ce qui m'importe d'abord, ce qui, je pense, inquiète surtout nos concitoyens, c'est leur santé. Avant la consommation énergétique, c'est d'abord les effets sur leur santé. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a publié donc des conclusions le 20 avril ou le 19 avril. Des non-conclusions finalement en disant qu'en l'état actuel des choses, il n'y a pas de risque nouveau pour la santé, mais encourageant à continuer les études, à poursuivre des études scientifiques, parce qu'elle n'a pas forcément de données suffisantes pour conclure. À notre niveau de municipalité ou à celui de la métropole, ce qui m'importe, et j'étais déjà intervenue auparavant sur les antennes sur la métropole en général et pas seulement sur la 5G. Ce qui m'importe, c'est déjà qu'on respecte les réglementations. Quand on va sur la carte, sur la cartographie des antennes déjà présentes dans notre métropole, on constate d'une part que la carte n'est pas exhaustive et d'autre part, si on clique, et j'ai pris le temps de le faire il y a quelques temps, si on clique sur chaque installation, on constate que les contrôles qui sont censés être faits régulièrement sont souvent très anciens, très anciens. Donc, il est assez normal, je pense, qu'on mette les moyens ou qu'on demande aux opérateurs de nous donner les moyens de contrôler donc par exemple l'orientation. C'est important, c'est pas tant la fréquence qui importe que l'orientation en direction d'habitation ou pas. Donc je pense qu'on doit continuer évidemment d'être vigilant sur ce sujet et que nous aurons l'occasion donc d'y revenir, je ne sais pas dans quel délai, mais Bien. Merci, Madame Grollet. Je donne la parole à Madame Grollet. Merci, Monsieur le maire. Alors, les comités de quartier, devenus conseils de quartier, existaient déjà sous l'ancienne municipalité. Moi, je n'étais pas opposée à ce fonctionnement parce que je vais vous expliquer comment je les ai vus en arrivant dans ce conseil municipal. En 2013, le maire de Metz avait organisé dans chaque comité de quartier une séance plénière qui était ouverte à tous. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai trouvé très intéressant leur implication dans la vie de leur quartier qui s'exprimait à cette occasion. Et j'ai vraiment regretté que dans l'ancienne mandature, dans les 6 ans passés, on n'ait pas renouvelé ce fonctionnement d'une séance plénière annuelle ouverte à tous. C'est une proposition que je fais, de reprendre ce fonctionnement en présence du maire. Je pense que dans chaque quartier, les habitants sont attachés à voir le maire de façon un peu plus solennelle et d'avoir l'occasion, dans un lieu dédié, de se réunir pour discuter spécifiquement des problèmes du quartier et de leurs propositions. Et cette séance plénière, nous l'avions proposée pendant les élections, les dernières élections, pouvait faire l'objet d'une invitation mise dans les boîtes aux lettres des habitants du quartier, de façon que chacun se saisisse en fait de cette possibilité. Les quartiers, c'est pour nous essentiel, c'est la cellule de base en fait de la démocratie locale. Les quartiers, surtout quand ils sont d'anciennes communes, le plus ancien c'est devant les ponts qui a intégré la ville de Metz en 1907, ils sont conscients de cette identité. Borny, Le Sablon, Magny, ce sont des anciennes communes qui ont leur propre identité et qui donc méritent d'avoir aussi cette vie de quartier comme d'autres qui ont pu la créer plus récemment.
Une question également, en découvrant donc la charte que vous nous présentez, c'est l'articulation avec les mairies de quartier. Nous sommes vraiment très heureux que les mairies de quartier rouvrent dans tous les quartiers. C'est vraiment une bonne chose. Est-ce qu'il y aura un lien avec un service dédié de la ville de Metz pour s'occuper de la vie de ces conseils de quartier? C'est une question que je pose. C'est important, je le sais, pour connaître un certain nombre de membres de ces comités, dans ces comités de quartier. C'est important pour eux que leur travail soit considéré, soit utile, qu'ils puissent avoir des contacts avec les services de la ville pour voir avancer les projets qui leur tiennent à cœur. Parce que j'ai constaté trop souvent, de la part d'habitants de Metz, qu'ils travaillaient sur des projets, ils les bichonnaient, ils avaient à cœur de donner plein d'idées et qu'on leur imposait des décisions qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'ils avaient demandé. Et c'est vraiment peu respectueux et frustrant pour eux. Pourquoi également, notre question, pourquoi n'y a-t-il pas d'ordre du jour à ces réunions? Il me semble que ça leur permettrait justement d'être plus factuelles et plus fructueuses. Et enfin, une question, une loi a imposé il y a quelques années la création de conseils citoyens dans les quartiers politiques de la ville qui viennent. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de regrouper ces deux instances dans les quartiers politiques de la ville? Parce que les conseils citoyens, on a suivi la gymnastique des services pour arriver à faire inscrire des personnes dans ces conseils citoyens. Ils sont peu fréquentés, ça a un coût énorme parce que c'est géré à part des services de la ville. Hein, c'est un coût important de gestion supplémentaire. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité donc de fusionner ces deux instances? Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Grollet. Grollet. Oui, je vous remercie. Alors, je vais commencer également peut-être par parler de Blida. C'est vrai qu'il y a deux parties bien différentes, bien distinctes dans cette délibération. En janvier, Monsieur le maire, vous avez annoncé donc avoir engagé un audit pour clarifier donc l'utilisation de l'argent public sur ce site. C'est évidemment une intention très louable. Hein. Vous trouviez que les choses ne sont pas cadrées, c'est ce que retranscrivait la presse, entre l'action culturelle et l'action économique. Et vous vouliez, avant de valider donc l'augmentation des travaux très importants prévus sur ce site, qui ont été engagés donc d'ores et déjà, donc déjà 11 millions d'euros, et il y avait donc une augmentation prévue. Vous vouliez clarifier d'abord le rôle de cette association et des frais de fonctionnement inflationnistes, disiez-vous, de ce projet. J'ai demandé également en commission des finances comment s'expliquait la différence entre les deux délibérations qui nous ont été successivement été publiées. La deuxième divisant par deux donc la subvention donnée. Alors, ça n'est pas un échelonnement, d'après ce que je comprends, un échelonnement des subventions. Sinon, dans la convention, il serait clairement indiqué qu'on donne une première partie maintenant et la deuxième partie en cours d'année. Il y a clairement l'attente je pense, d'objectifs. J'aimerais en savoir plus, savoir où en est cet audit et s'il nous sera communiqué et si nous aurons à nouveau un débat là-dessus. En tout cas, pour le moment, c'est un peu difficile de voter 150 000 euros, 125 000 euros, c'est trop ou trop peu finalement. Soit il y a un problème réel qui justifie, enfin, et puis je pense aussi pour l'association, c'est pas forcément facile, il y a 11 ou 12 salariés. Est-ce qu'ils vont devoir bâtir un autre plan de financement que celui qui est prévu, qui nous avait été communiqué sur 250 000 euros avec beaucoup d'ailleurs je crois que c'est même plus, qui était indiqué pour la ville de Metz dans le plan de financement, plus des subventions de l'État, de l'Europe, de la région, du département, enfin c'est le millefeuille habituel. En tout cas, j'aimerais savoir comment s'articule le financement prévu de l'IDA avec
avec la subvention donc diminuée de moitié. Pour ma part, je n'ai pas de difficulté voilà, à tenir ces propos parce que depuis 6 ans, nous avons été attentifs justement à ce que l'IDA maintienne bien cette orientation initiale. Bon, ça a été une nuit blanche par substitution et puis ensuite ça a été quand même un tiers-lieu du numérique où les associations, les personnes engagées dans des projets se retrouvaient. Elle a ensuite été labellisée Lorentech. Puis elle a été pour la région le site d'accueil donc d'un incubateur. Tout ça sont des projets à dominante culturelle ou à dominante numérique, en tout cas des projets créateurs d'emplois, d'activités qui devaient être soutenus. En revanche, quand je vois qu'on projette, par exemple, donc de faire des expositions au FRAC, je ne comprends pas. Là, ça devient un lieu plus spécifiquement culturel, comme on en a en effet beaucoup. Vous l'avez dit, Monsieur Thiel. Le FRAC, je ne sais plus, c'est, je crois, 500 000 euros de subvention de la région, autant de l'État. On a un foisonnement, en effet, de lieux culturels. Quand ils sont soutenus par l'argent public, on doit quand même y être très attentif. Et donc, j'attends avec intérêt et impatience d'en savoir plus sur cet audit que vous avez engagé, Monsieur le maire. Un mot également sur les autres subventions qui sont nombreuses. Alors, il y a ceux qui ont la chance de pouvoir tenir leur activité comme Photoforum, qui est évidemment en extérieur, donc on peut continuer d'apprécier leur travail. Parcours d'artistes qui a présenté encore une année de plus un programme vraiment intéressant qui nous permet d'aller rencontrer de nombreux artistes non professionnels, soit sur leur lieu de travail, soit regroupés entre eux. Et d'autres qui me posent déjà une question concernant leur comportement citoyen. Je pense au festival du film subversif qui régulièrement pratique l'affichage sauvage dans notre ville. C'est quelque chose que je trouve vraiment intolérable, c'est une agression visuelle en fait pour nos concitoyens. Et après, il y a des agents de la ville qui vont devoir nettoyer les différents lieux qui ont été affichés en toute illégalité. Monsieur le maire, j'ai vu que votre équipe a commencé donc de demander des comptes à certains qui pratiquent cet affichage sauvage, lesquels répondaient, je les trouve assez gonflés, répondaient qu'il manquait d'endroits pour afficher leur opinion au centre-ville. Ça n'est pas une raison pour faire n'importe quoi et pour coller des affiches qu'après on retrouve pendant de longs mois se dégrader. Donc, pour moi, une association qui fait ça ne doit plus avoir de subvention tant qu'elle n'a pas réparé cette dégradation de notre cadre de vie. Sinon, il faut qu'ils commencent par nettoyer. Après, on rediscute de conventionnement. C'est le cas du Festival du film subversif. C'est le cas de Couleur Gay qui, dans son rapport d'activité, présente dans ses activités de collage dans le cadre de la campagne des élections municipales. C'est quand même assez gonflé parce qu'on se souvient que le centre-ville avait été vraiment recouvert d'affiches sur des vitrines vides, sur des boîtes aux lettres. Enfin, c'est un comportement qui n'est pas acceptable. Couleur Gay, dans ses activités, montre aussi une certaine versatilité, on va dire. C'est le rapport d'activité d'événements récents. Donc, ils se vantent en quelque sorte d'être allés manifester devant les AFC, l'association familiale catholique, donc membres de l'UDAF, donc au siège de l'UDAF face à l'obscurantisme et à la réaction. Et d'accord, ils ont choisi un adversaire. Est-ce que c'est vraiment le plus dangereux pour eux? Je ne le pense pas. Et à côté de ça, ils vont ils sont allés participer donc à l'occupation d'un gymnase par des associations de soutien aux clandestins.
Je ne suis pas sûre, il y a des personnes qui méritent évidemment l'asile pour être persécutées dans leur pays, mais je ne suis pas sûre que l'afflux à Metz de migrants soit vraiment très favorable aux personnes que Couleurguet défend et dont il défend l'intégrité physique. Pour ces différentes raisons, notre groupe sera en abstention sur ce point de l'ordre du jour où on trouve le pire et le moins bon. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a... Alors, Madame Grollet. Merci, Monsieur le maire. Eh bien, cette délibération en effet, qu'on n'avait pas vu passer sous la précédente mandature, si elle permet de se conformer, de se conformer à la loi, elle permet également d'aborder le concordat, que je dirais plus précisément. Donc, les Français ont découvert son existence pour beaucoup assez récemment. Plus justement, il faudrait l'appeler le régime local des cultes, en réalité, qui permet de traiter donc les cultes reconnus donc en Moselle et en Alsace, et de dire tout notre attachement à cet héritage de notre histoire qui correspond à l'histoire compliquée de l'Alsace et de la Moselle, et qui nous différencie donc du reste de la France à cette occasion. Le régime local des cultes d'Alsace-Moselle fait l'objet d'une double attaque actuellement, une double tentative de déstabilisation et de suppression. D'une part, à gauche et très à gauche, et chez certains par obsession donc antichrétienne, les insoumis, une partie du Parti socialiste, pas les locaux, mais les nationaux. Le sondage qui a eu lieu d'ailleurs sur ce sujet était financé financé par le Grand Orient, qui avait évidemment dans l'idée donc la suppression de ce droit local des cultes. On a vu aussi un député de Metz se prononcer pour la suppression du Concordat, toujours dans la même optique. Et par ailleurs, d'autres tentatives aboutissant forcément à le déstabiliser, dont, Monsieur le maire, dans une autre vie, vous étiez parlementaire, vous avez demandé l'extension, présenté un projet de loi pour l'extension de ce régime des cultes à l'islam, ce qui serait le meilleur moyen finalement de tout remettre en cause, parce que, et non seulement le Concordat, mais également tout notre droit local, puisque à Paris, dans notre État jacobin, il ne manque pas de volonté donc d'unifier, en faisant table rase du passé, d'unifier le droit, d'unifier les façons de faire, et donc d'aller contre également ce droit local qui est, lui, bien plus populaire, même si le Concordat, le régime local des cultes, mal compris par les Français, et mieux connu par nos concitoyens d'Alsace et de Moselle qui sont plus attachés. Ils sont encore plus attachés au droit local dans toute sa diversité, avec les avantages divers que cela nous apporte, notamment d'avoir une sécurité sociale non seulement bien gérée, mais qui rembourse nettement mieux les soins, et un certain nombre d'autres acquis, donc de droit du travail, etc., que je ne décrirai pas parce que vous les connaissez tous. Alors, ce sondage qui portait donc sur la persistance du concordat du droit local des cultes était accompagné d'une autre question concernant le subventionnement de la mosquée de Strasbourg du Miligorus, dont on a beaucoup parlé. Demande de subvention qui a d'ailleurs entre-temps été retirée. Et là, plus de 80% de nos concitoyens étaient opposés. 85% des Français étaient opposés à la subvention de cette mosquée. Donc, nous en concluons que les Français, dans leur grande sagesse, font bien une différence entre les cultes présents historiquement dans nos deux départements,
nos 3 départements ou 2 départements est présent depuis 16 siècles dans nos racines françaises, et un culte évidemment de présence beaucoup plus récente qui n'a pas acquis les mêmes droits. Et pour finir sur ce sujet, je pense que beaucoup de Français comprendraient mieux le concordat, le régime local des cultes, en sachant que c'était une contrepartie lors de sa signature. C'était une contrepartie au fait que l'Église catholique ces biens ont été nationalisés. Ces biens qui servaient, c'était finalement la sécurité sociale avant l'heure et l'éducation nationale avant l'heure qui étaient assurées par l'Église. Et la nationalisation de ces biens a eu pour contrepartie donc un concordat signé qui a apporté la paix religieuse. Alors, nous sommes attachés, nous sommes laïcs, mais nous ne sommes pas amnésiques. Et je tenais à rappeler donc cette importance de notre droit concordataire local et l'importance de ne pas y toucher sous peine de voir s'effondrer tout un édifice et également qu'il profite à faire rentrer finalement le loup dans la bergerie et certains qui voudraient hérisser notre pays de mosquées. Je vous remercie. Alors, Madame Voinson, c'est à vous. Merci, Monsieur le maire. Nous soutenons ce programme national visant à inciter les grandes collectivités à se doter de bibliothèques numériques de haut niveau. Grâce à la bibliothèque numérique de référence, nous tous, comme usagers, pouvons accéder à des collections et des services numériques de premier plan. Ce service permet de toucher de nouveaux publics, jeunes, personnes âgées, en situation de handicap, et c'est d'autant plus important en cette période de restriction de l'activité sociale et culturelle. Ce plan a enfin le mérite de contribuer à la modernisation des bibliothèques messines afin qu'elles demeurent au cœur de l'activité culturelle et sociale de notre métropole. Le résultat de ce volet local messin doit être à la hauteur des ambitions. Réaménager l'espace numérique de la médiathèque Verlaine, une des plus anciennes bibliothèques de la ville, est une évidence. Cependant, le financement ne concerne que les dépenses en matière de numérique. Nous constatons que le projet de création d'un nouveau sas d'accès de la médiathèque était à l'étude fin 2019, avec plan et modification de l'entrée principale, plus de la tour Aura. Que devient ce projet que nous ne voulons pas voir abandonné? Cette modernisation est importante pour tout le quartier du Pontifroy qui vit avec la fréquentation de la médiathèque. Vous souhaitez faire partir l'activité la plus vivante de la médiathèque au centre-ville, peut-être dans l'ancien Caméo. Attention de ne pas dépouiller le Pontifroy de sa fréquentation extérieure. Enfin, nous vous rappelons que dans son rapport de 2018, l'Inspection générale des bibliothèques estime qu'il est indispensable et urgent de créer un nouvel équipement à Metz. Je cite, « Pour l'image, l'attractivité et le rayonnement de Metz, un projet ambitieux est nécessaire pour doter la ville et la métropole d'une bibliothèque moderne correctement dimensionnée. » Après l'annulation du projet de médiathèque accolé à Pompidou, trop coûteux, un quartier messin est en voie de développement en nouvelle ville et mériterait d'y voir une médiathèque implantée. Je vous remercie, Monsieur le maire. Merci, Madame Voinson. Des demandes d'intervention. Madame Grollet. C'est à vous. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire. Alors, concernant cette convention, si j'ai bien compris, donc il s'agit d'abord d'un groupement de commandes et c'est évidemment intéressant pour notre ville et nos équipements scolaires, pour bénéficier de meilleurs tarifs et également pour obtenir des subventions du département. Allant de 25 à 40%, ce qui est c'est une aubaine qu'il ne faut pas louper. Et je pense par exemple à un équipement informatique numérique qui avait été demandé par notre école, une de nos 2 écoles biculturelles à Metz, qui était de se doter de tablettes. Les écoles biculturelles, évidemment, vivent des échanges avec leurs partenaires allemands. Et en cette période, on sait bien que les échanges en direct sont impossibles. Et il est vraiment important pour elles de bénéficier
C'est une subvention qui est assez modique finalement à l'échelle de notre budget, puisque c'était moins de 10 000 euros, permettant donc d'avoir 13 tablettes permettant aux élèves de toutes les classes, les uns après les autres, de pouvoir produire des écrits, pas seulement échanger, discuter, mais également produire et échanger des écrits, des vidéos avec leurs jeunes partenaires allemands, et promouvoir ainsi les échanges transfrontaliers. Donc je saisis cette occasion pour me faire leur avocat. Madame Stemar, donc adjointe aux affaires scolaires, a parlé récemment lors du point sur la fermeture des écoles récentes, avait parlé donc des équipements de webcam qui avaient été attribués à toutes les écoles. C'est ce qui était du moins retranscrit dans le journal. En réalité, toutes les classes, avait-elle dit, en réalité, toutes les classes n'ont pas été équipées, notamment dans cette école, mais dans d'autres, c'est le bureau de la direction qui a été équipé. Et donc, par exemple, il manque aussi cet équipement essentiel pour pouvoir permettre aux enfants donc d'échanger. Et un petit mot sur un des autres aspects de cette convention, qui est de permettre une continuité entre l'ECM et la 6e, très bonne chose, au travers d'un équipement, l'ENT, les fameux espaces numériques de travail, où les parents vont chercher les consignes, vérifier le carnet, le livre, enfin le carnet sur lequel les enfants écrivent les devoirs qu'ils ont à faire. On a parlé tout au début de ce conseil de la 5G, de la place prise généralement par le numérique dans nos vies, et le docteur Khalifé, j'ai noté ses propos, parlait de l'usage des médias, de la possibilité que nous avons, alors disait-il, d'éduquer la population, je n'emploierai peut-être pas ces termes-là, mais au moins de permettre un usage raisonné, notamment chez les jeunes, et de limiter cet usage des écrans. Eh bien, petite attention quand même là-dessus. Bon, l'espace numérique de travail, c'est quelque chose qui est acquis aujourd'hui dans les familles, mais un certain nombre de parents se plaignent quand leurs enfants sont trop jeunes, et notamment en primaire, d'être finalement enjoints par l'école elle-même d'aller récupérer des informations sur Internet, et donc de favoriser finalement un passage quotidien des enfants devant les écrans. Il me semble que ce n'est pas forcément une bonne direction à prendre. Monsieur le maire, j'en profite juste pour vous dire un mot. Je n'ai jamais dit que nos compatriotes musulmans étaient le loup dans la bergerie. Je parlais spécifiquement de la mosquée du Mili-Gorus. Vous m'avez bien entendu. C'est de cela que j'ai parlé, des personnes qui présentent, oui, un danger pour notre mode de vie en France. Madame Je Grellet. vais juste faire cette petite mise au point. Bien, Madame Grellet. Merci, monsieur le maire. Alors, j'ai demandé également, comme Sébastien Marx, en commission des finances, d'en savoir plus sur cette association qui bénéficie quand même pour un lancement d'une subvention importante, 7 000 euros pour une association qui n'a pas donc fait la preuve encore de son activité et de ce qu'elle pouvait faire, sachant que le loyer par ailleurs est pris en charge, semble-t-il, par l'OPH de Metz Métropole. En fait, on a trouvé, je pense que c'est peut-être ce qui sera répondu par Bob Tari. On a bien reçu les documents concernant cette association dans l'espace d'extranet. Élu, c'était un budget de 30 000 euros, et puis les statuts de l'association, qui n'est pas situé, comme le dit la délibération, rue de la Collerette, mais rue du Bois de la Macabée. Et tout de même, je trouve assez peu d'informations, puisque finalement, oralement, en commission des finances, on nous a dit que c'était un local finalement de rencontre pour les jeunes, et qu'ils allaient
visionner, enfin c'est pas vraiment une association de foot ou de sport, hein, mais ils allaient visionner des rencontres sportives et aller jouer au football autour du local. Voilà ce qui nous a été dit précisément. J'ai demandé quelle était l'articulation avec le centre de la Grange aux Bois, le centre social. Il y a quand même, enfin c'est quand même à quelques centaines de mètres, hein, on n'est pas non plus, il n'y a pas une fracture entre les deux Granges aux Bois, et d'ailleurs je suis bien d'accord sur le fait que l'autre partie du quartier avait mal vécu la fermeture de la mairie de quartier et que tout ce petit centre était un peu en déshérence et que c'est une bonne chose qu'on y ramène de la vie. Mais justement, proposer à des jeunes de franchir la route et d'aller participer à des activités au centre social ou de l'autre côté, ça n'est pas la mer à boire et je pense qu'au contraire, ça ne peut être que bénéfique. C'est aussi un quartier d'habitation. Cette petite rue, c'est un quartier, c'est une rue qui est un petit peu isolée et qui connaît beaucoup de trafic qui font énormément souffrir au quotidien les habitants. On sait bien, hein, la rue de la Falogne et les rues qui sont un peu plus isolées génèrent une fréquentation de dealers et de personnes qui viennent s'approvisionner. C'est un enfer, on peut le dire, pour ceux qui subissent cela à l'année. S'il y a plus de policiers municipaux dans le quartier, c'est une bonne chose aussi. Quoi qu'il en soit, favoriser un regroupement de jeunes dans ce qui est des logements. Le rez-de-chaussée, c'était un commerce qui a malheureusement fermé, dont les vitres ont été éclatées. Je pense qu'il y a d'autres moyens d'occuper les jeunes du quartier, leur proposer des lieux de rencontre et à la fois de réanimer ce quartier que d'y installer une association, somme toute encore peu connue et qui n'a pas vraiment d'existence institutionnelle, si ce n'est les statuts que nous avons reçus. Voilà, je suis donc assez réservée sur cette décision. Merci, Madame Grollet. Madame Boinson. Merci, Monsieur le maire. Le partenariat avec la société UGolf a démontré ces années passées qu'il était suffisant au vu des rapports annuels d'exploitation. Avec une durée de 12 ans, ce nouveau contrat DSP permettra d'améliorer la structure, le développement de l'activité. Nous soutenons le projet de développement du handi-golf et la promotion du sport santé sur le golf de Metz Technopole. Seuls 2 clubs accueillent les personnes en situation de handicap en Lorraine, le golf de Folquemont et celui de Nancy. Nous ne pouvons que féliciter le club de Metz Technopole pour ce projet d'intégrer tout golfeur handicapé à la vie du club et de prendre en charge sa progression au travers des cours spécifiques et d'adapter l'infrastructure et les enseignants aux contraintes de toute personne à mobilité réduite. Le sport santé va prendre de l'ampleur avec les nouvelles mesures législatives visant à rembourser des séances de sport santé pour les personnes souffrant de certaines maladies chroniques. Il faut que notre ville développe des offres dans des disciplines variées pour participer à la prévention sanitaire. Nous constatons des efforts par la mise en place de nombreuses mesures environnementales, notamment en termes de consommation d'eau avec stockage et récupération d'eau pluviale, mais aussi la baisse d'utilisation des produits phytosanitaires qui sont encore trop utilisés pour entretenir le parcours de golf. La législation concernant l'utilisation de ces produits est au cœur de l'actualité et s'est nettement renforcée pour devenir à terme des golfs écologiques. Le domaine pourrait devenir l'un des plus importants en Moselle. Il participe au dynamisme du Technopole de toute l'agglomération de Metz. Je vous remercie. Bien, merci Madame Boinson. Donc, Madame Grollet. Merci. Alors, chers collègues, je trouve très intéressant que la ville de Metz participe à donner un statut et une protection légale à l'arbre. C'est un travail très complet que mène l'association de ce nom. Et nous serons évidemment attentifs à ce que un certain nombre de propositions qui sont faites par cette association, et Monsieur le maire, vous vous engagez aussi en transmettant ce courrier, aboutissent à des choses concrètes. Alors nous sommes également attentifs à l'écologie à Libye.
On peut, comme on nous l'a dit, expliqué à l'instant hein, par Madame Agamedon, qui était dans l'équipe précédente, donc qui a vu les choses de l'intérieur, vouloir promouvoir la place de l'Arbre et puis en détruire un nombre non négligeable pour faire passer le métis. Détruire volontairement ou détruire aussi par inattention et mauvais traitement. Alors aujourd'hui, on a financé l'étude Sésame qui est extrêmement complète et onéreuse. Et on finit par nous présenter la plantation de bananiers en pot sur la rue Serpenoise. Alors, ça, je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut faire réellement. Et tout simplement, sans signer des grandes chartes, je donnerai quelques exemples d'une urbanisation désordonnée que j'ai pu constater pendant le précédent mandat et qui aboutissait à chaque fois à diminuer notre patrimoine arboré également. Il y a en haut de la rue des Petites Sœurs des Pauvres un terrain qui a été vendu pour un projet de logement. Il y avait une belle maison classique, une belle grange en bois, tout autour un grand jardin arboré. Et je me souviens d'avoir vu en commission urbanisme sous l'époque de Richard Liogé, voir présenter ce projet où il y avait un engagement du promoteur de maintenir un certain nombre d'arbres. Alors maintenant, il y a à ce même endroit une énorme construction qui a mangé toute la terre présente. Il n'y a plus de parc, il n'y a plus rien du tout. Il restait un arbre qui était à l'angle. On a bien vu dans les travaux d'excavation que les travaux étaient faits tellement au bord de la racine que l'arbre était vraiment en danger. Je le regardais à chaque fois que j'y passais et ça n'a pas loupé. Il y a un moment, il y a eu un coup d'engin de chantier malencontreux, l'arbre a été cassé et donc il a été détruit. Et ça n'est pas le seul exemple. Je ne suis pas en train de jouer les idées fixes. Là, je pense qu'il y a un certain nombre de cas dans notre ville de cette urbanisation désordonnée qui dégrade l'environnement quotidien de nos concitoyens. Actuellement, je ne suis pas la seule à avoir reçu un courriel d'un habitant de devant les ponts qui se plaint, qui déplore également un projet donc entre la route de Laurie et la rue René Paquet, où il y a déjà une résidence assez dense, hein, des bars des années 60. Et je suis allée voir sur place, en effet, le moindre mètre carré constructible doit-il être construit avec ce projet. Donc, c'est 150 logements supplémentaires sur un terrain qui était arboré, dont les arbres, on les voit pas verdir. C'est quand même pas très normal au printemps. Il est à craindre qu'ils aient déjà été dégradés dans les travaux préparatoires. Et imaginez un bloc de 150 logements dans un secteur qui est déjà assez fragile. C'est intolérable. Là, comme dans ce quartier, la priorité, c'était, et ça reste, de rénover la caserne des Vallières. Là, il y a de la place pour loger du monde, pour avoir plusieurs projets. Il y a un beau potentiel. La municipalité précédente a préféré la promotion immobilière facile, notamment avec le Sansonnet, qui était des terrains agricoles de très bonne qualité. C'est totalement contraire à l'aspiration actuelle, donc à consommer local. Ça a été fait par une municipalité qui avait voté une charte de l'arbre. Alors, bien maintenant, je pense qu'il faut nécessaire de préserver l'équilibre et les espaces de respiration et notre patrimoine d'arbres dans toute la ville. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci Madame Grellet. Monsieur Henri. Je donne la parole à Madame Boinson. Merci, Monsieur le maire. L'intérêt général des cités, selon nous, que la municipalité reprenne la gestion du stationnement payant se voirie en 2024 au terme du contrat de convention de délégation du service public. La maîtrise de la fréquentation des rues Messines est bien un service public régalien pour la ville. Indéniablement, le stationnement à Metz a mauvaise presse, qu'il soit en voirie ou souterrain.
Son prix démesuré, élément de fuite de clientèle et de perte d'attractivité, est fortement mis en cause dans les enquêtes par les usagers, comme les commerçants. La municipalité aurait tout intérêt à choisir une politique non dissuasive en cette période cruciale pour son équilibre commercial. Votre décision de refondre la politique de stationnement est un tour de roue en avant, mais elle n'est pas satisfaisante. Faciliter l'accès au centre-ville avec des zones d'une heure gratuite nous paraît insuffisant. Le click and collect sera moins pratiqué après le confinement et la reprise d'une activité habituelle des commerces. La réouverture des bars et restaurants est enfin annoncée par le gouvernement pour leur permettre de reprendre un élan pour leur chiffre d'affaires, de relancer leur activité et leur trésorerie, sachant qu'ils auront de nombreuses échéances à régler, notamment aux URSSAF, le remboursement du PGE. Ils ont besoin d'avoir une visibilité. Il paraît évident que les consommateurs ont besoin d'au moins 2 heures de stationnement gratuit afin d'éviter la fuite des clients dans les restaurants en périphérie et dans les zones commerciales. Il s'agit de penser et d'organiser l'espace en mettant en place un plan de stationnement optimisé. Couvrir de rouge les places concernées est un bon moyen visible, mais il manque une communication auprès des Messins et des visiteurs aux différentes entrées de la ville. Le constat est sans appel, une augmentation importante de la fréquentation des places de stationnement est attendue. Nous soulignons la nécessité de créer des places de stationnement supplémentaires en voirie. Il s'agit d'un objectif vital pour notre ville, redynamiser et redonner de l'achalandage au commerce de Metz. Je vous remercie. Madame Françoise Grollet. Merci, monsieur le maire. Eh bien, faisons comme Blaise Staffner, partie des cyclistes heureux de notre ville. Je suis aussi très à l'aise pour parler de tous ceux qui ont besoin de leur véhicule. Et je pense qu'il ne faut surtout pas faire de choix dans une ville de la taille de Metz entre les modes de déplacement. Ce serait dogmatique. Alors, je suis revenue sur le précédent avenant, donc de 2019, fin 2019, qui avait été délibéré donc au conseil municipal. On avait déjà accordé une remise, un cadeau de 190 000 € au délégataire Indigo, qui demandait donc des montants de l'aveu du maire, des montants bien plus importants, des montants faramineux, 800 000 € nous avait-il dit. Bon, la négociation avait abouti à 190 000 €, mais il se trouve que le délégataire avait prévu un niveau de recettes tellement élevé, plus de 4 millions d'euros par an, qu'il perd de l'argent par rapport à cette recette et cela ne lui permet pas, et toujours pas, de verser à la ville la redevance variable qu'il devrait pouvoir nous verser. Donc je trouve que Indigo s'en sort très bien. Continue de s'en sortir très bien avec ces 136 000 € qui sont l'impact des seules mesures tarifaires, si j'ai bien compris, et qui sont votées aujourd'hui, mais qu'il reste une négociation en cours sur le reste et notamment l'impact de la crise sanitaire. Donc, monsieur le maire, tenez bon. J'ai regardé ensuite le nombre de places payantes qui existaient à l'époque de ce précédent avenant. Et alors la surprise. Tout à l'heure, Nathalie Colin-Sterlet a dénoncé les 5000 places payantes de l'ère socialiste, mais il faut croire que la poule aux œufs d'or est toujours bien alléchante, puisqu'on passe de 4 865 places payantes, donc fin 2019, à 4 905 places payantes. Finalement, pas si bénéfique pour les habitants et les visiteurs. Alors la complexité façon Guy Cambianica, c'est vrai on est allé vers plus de simplification, mais on est quand même à la deuxième modification du règlement sur le stationnement. Les tâtonnements perpétuels, c'est comme les réglementations qui changent tout le temps pour les entreprises, c'est quand même assez néfaste. Il s'agit d'avoir une politique qui soit claire et lisible. Et pareil, encore une surprise, je constate en regardant de plus près les décisions qui ont été prises, elles ne sont pas bénéfiques pour tous. Je vais prendre 2 exemples. L'extension de la zone rouge, je prends l'exemple de la rue Charles-Abel, à côté donc de l'ancien Bon Secours, entre l'avenue de Nancy et Sainte-Thérèse, si vous voulez simplifier. Cette rue Charles-Abel passe de la zone C à la zone A. Avant, on avait droit à 8 heures maximum de stationnement et ensuite, c'était le coup de massue, 30 €. C'était en gros 2 € pour 2 heures.
Alors, on passe à 60 minutes gratuites. On pourrait penser que c'est très bénéfique pour les habitants, pour leurs visiteurs surtout, mais vérifiez, après les 60 minutes de gratuité, à la 61e minute, elle coûte 50 centimes. Après, on augmente comme ça de 5 minutes en 5 minutes, et 2 heures coûtent 7 euros. 2h31, on arrive à 30 euros. Donc, on arrive à nouveau au coup de massue qu'on avait avant. Je prends un deuxième exemple et j'en aurai fini là-dessus. La rue de Plantière et de Queuleux, qui passe de la zone B à la zone A. Alors là, c'est un petit peu la même chose, en moins caricatural, mais c'est pareil. C'est quelque chose qui est finalement pas du tout à l'avantage des habitants, de leurs visiteurs et des gens qui viennent à Metz. On passe de 1,80 € pour 1 heure à 3,60 € pour 2 heures et à 2h15, bim, coup de massue, 30 euros. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on reçoit un visiteur dans ce quartier et qu'on dépasse 1 heure ou 2 heures de stationnement? Autre point que je voulais évoquer, l'effet sur les zones limitrophes. Il faut y être attentif. Je n'ai pas vu de réflexion là-dessus et on pense notamment aux habitants du Sablon qui aujourd'hui ne peuvent plus se garer parce qu'ils sont à la limite entre les zones gratuites et les zones payantes. Ils sont impactés par ce report. Il faut donc, quand on agit, avoir aussi une vision sur eux. Là ça passe évidemment par la création de nouveaux parkings, mais également d'une action contre les voitures ventouses, contre le stationnement gênant, qui est une plaie pas seulement à Metz, afin de libérer de la place. Un petit mot sur les personnels de santé qui, vous avez lu leur courrier, monsieur le maire, mais vous l'avez lu peut-être pas intégralement, puisqu'ils sont satisfaits évidemment de l'heure de gratuité les concernant. Mais ils avaient une autre demande dans leur courrier, c'est qu'avec le télétravail, il y a très peu de places disponibles, une faible rotation des stationnements depuis 1 an. Et ils demandent une tolérance également quand leur stationnement hors emplacement réglementaire n'est pas dangereux, ça c'est évidemment, on est d'accord là-dessus, et n'entrave pas la circulation. Or, il continue d'être assez facilement verbalisé. Je le signale. Pour conclure, je pense qu'à la fin, comme l'a dit ma collègue Marie-Claude Voinson, à la fin de ce contrat avec Indigo, il sera vraiment très intéressant pour notre ville, pour maîtriser justement son avenir et son attractivité, de revenir à une régie avec les ASVP comme on le faisait autrefois. Et en disant tout cela, je ne choisis pas un mode. Je pense également qu'il faut que les transports en commun soient attractifs et qu'on ait plus de parking pour accueillir les voitures qui doivent nous fréquenter la ville. Je vous remercie. Bien. On n'a pas épuisé le débat encore sur le stationnement, donc Madame Grollet et Monsieur Bouvet. Madame Grollet. Voilà, on n'a pas épuisé le débat, même si on commence à être tous un peu épuisés. Mais le sujet est quand même important. Alors, c'est dans cette délibération qu'on retrouve les 30 euros dont je parlais. Dans la zone A, avec 1 heure de gratuité, je répète, 2 heures, c'est 7 euros. Et 2h31, on tombe dans la zone... dans la période dans laquelle on ne peut plus être garé, c'est 30 euros, c'est-à-dire le forfait post-stationnement, c'est-à-dire l'amende. Par ailleurs, concernant les 2 heures plus 1 qui pourraient être gratuites, l'heure de gratuité pour la période d'entre-midi, en fait, c'est de 13h à 14h, ça concerne la zone A, si j'ai bien compris. Les autres zones ne sont pas concernées, dans lesquelles il y a effectivement, entre 12h et 14h, stationnement qui n'est pas payant. Donc, je ne vois pas comment on peut additionner l'heure de gratuité entre 13h et 14h de la zone A du reste. On voit que le système n'est pas encore d'une grande simplicité. Je vous remercie. Merci Madame Grollet. Donc, Marc Chiamana. Madame Grollet. Merci, Monsieur le maire.
Ce qui vient d'être dit par Marc Siamana est très juste. On peut d'ailleurs voir toujours aujourd'hui sur les documents, je crois, de la SAREM, les coteaux de la Seille présentés comme un écoquartier, ce qui est juste faux. Et en effet, les promesses faites aux gens qui sont venus s'installer dans ce quartier en pensant bénéficier d'un certain nombre de services, il y a eu beaucoup de désillusions et de déceptions. Sans noircir le tableau, tout n'est pas négatif dans ce quartier, mais il y a de grosses attentes. Je suis très partagée, à la fois très heureuse pour les habitants présents qu'on retravaille ce quartier, notamment les espaces publics, qui ne sont pas dans l'état où ils devraient être. Et en même temps, pour moi, ce quartier, cette ZAC a un péché originel, c'est d'être construite sur des terres agricoles. Je me répète peut-être, mais c'est une question de bon sens. On a besoin de ces terres aujourd'hui. Et on a fait la première phase de cette ZAC. On va continuer à densifier. On n'est pas dans l'hypercentre. On sait bien que Metz a un taux de vacances, et la métropole, mais surtout la ville de Metz, a un taux de vacances qui dépasse largement les 10%. On aurait autre chose à faire si on avait vraiment un souci de politique urbanisme durable. Quoi qu'il en soit, pour les habitants, qu'on retravaille et qu'on améliore la qualité environnementale de ce quartier est une bonne chose. Et notre position sera l'abstention en raison de cet espoir que nous avons pour les habitants. Juste une chose, en commission urbanisme, il a été dit à mon collègue Grégoire Laloux que ça n'était pas seulement la nouvelle phase de de cette ZAC qui est concernée par l'écoquartier, mais l'ensemble de la ZAC. Donc j'aimerais bien le voir préciser, c'est ce qui est inscrit dans le compte-rendu, que la phase 1 serait reprise. Donc c'est pour moi important. Et puis quand on regarde le plan qui nous est présenté, je n'ai pas comparé avec le plan précédent de la ZAC, donc tout est prévu pour être construit. Je ne sais pas dans quel délai, parce qu'on a aussi une saturation. Richard Liogé est aussi revenu sur un de ses dogmes, qui était de ne construire que du collectif, en acceptant donc aussi des logements individuels, ce qui en soi évidemment est une bonne chose, ça équilibre aussi cet ensemble, mais il ne faudrait pas non plus que cela profite toujours aux mêmes promoteurs. Il y a quand même deux noms qui reviennent beaucoup, Blue et Habité, qui n'ont pas toujours été très respectueux de leurs engagements dans leur part de cette ZAC. Merci de votre attention. Merci. Alors, eh bien, j'ai été saisi d'une question de Madame Voinson, donc je l'invite à la poser. Oui, merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, je suis interpellée par les habitants du quartier des rue du Général Mettmann, rue Paul Durand et impasse Nicolas Régnat. Les riverains sont en colère à l'encontre de la mairie et sont particulièrement inquiets depuis plusieurs années. Lors du départ de l'imprimerie Claude Chambre, 65 rue du Général Mettmann, le local a été acquis par l'association amicale turque et français de Metz, fin 1989, qui est devenue la mosquée du centre d'Itib. Le Rassemblement national avait déjà alerté l'ancienne municipalité PS, qui n'a pas daigné réagir à la lassitude des riverains, sur les nuisances répétées qu'ils subissent depuis plusieurs années, notamment les vendredis, pendant le ramadan, pendant les kermesses, mais aussi les cérémonies d'enterrement, au vu de tous, depuis quelque temps sur le terrain situé 2B, rue Paul. Le site a une capacité d'accueil de 240 personnes qui engendre une circulation intensive et des infractions de stationnement qui ne sont jamais verbalisées. Sur les deux côtés du trottoir et devant les sorties de garage, empêchant tout véhicule de circuler sur la chaussée en double fil, la circulation
la configuration du quartier ne se prête pas à une telle influence. En cas d'urgence ou d'incendie, il est impossible aux pompiers et aux véhicules de secours d'accéder à l'impasse rue Paul-Durand et rue Nicolas Rémiat. Un habitant a reçu le 28 juillet 2020 une réponse de Metz Métropole lui expliquant que ces voies nécessitent une requalification et des travaux de voirie avec un passage en zone de rencontre. Le courrier précise que la ville de Metz, en collaboration avec l'association culturelle turque de Metz, s'est saisie de cette problématique en mettant à disposition un terrain de la ville afin de permettre à cette dernière une meilleure gestion de leurs visiteurs. Un espace de verdure en bas de l'impasse a été recouvert de gravier pour servir de parking, mais l'association ne remplit pas ses engagements. Les visiteurs continuent à se garer au plus près de la mosquée, devant les habitations de la rue Paul-Durand ou du Général Mettmann, ou encore envahissent le parking du supermarché Aldi quand il est ouvert, malgré le panneau d'interdiction. Les habitants ne supportent plus ces nuisances, leur lassitude n'a rien à voir avec la pratique du culte musulman. Leur problème porte deux noms, stationnement et tapage. Cette rue est tranquille et devenue invivable. Certains ont même été agressés et insultés. Les nombreux appels à la police pour régler ces problèmes sont restés sans effet et surtout sans verbalisation. Monsieur le maire, vous ne pouvez ignorer ces problèmes puisqu'un riverain vous a même alerté sur cette situation intenable en vous invitant chez lui pendant la campagne des municipales. Vous aviez promis de vous en occuper. Quels engagements prenez-vous maintenant que vous pouvez d'améliorer le quotidien de ces médecins et de faire appliquer la loi? Je reprendrai éventuellement la parole en application du règlement intérieur. J'attends votre réponse. Merci, monsieur le maire. Bien, merci madame Boinson. Alors effectivement, ce problème est très ancien. Des problèmes de stationnement compliqués rue du Général Mettmann, en partie le vendredi lié effectivement au fonctionnement de la mosquée qui est au 65, dans un quartier où le stationnement est assez compliqué et qui a encore été d'ailleurs compliqué par la très belle rénovation de la rue du Général Mettmann, mais qui n'a pas nécessairement favorisé le stationnement. Alors, vous me reprochez effectivement d'être responsable de la situation qui est largement antérieure à l'élection, et je suis replongé dans les archives de la ville, mais je connais effectivement bien cette situation. Je confirme que je l'ai vu même pendant la campagne électorale et que j'ai demandé aux services de travailler à sa solution. Quand vous me dites que tout le monde s'en plaint aujourd'hui et que c'est plus dramatique que jamais, très honnêtement, madame Boinson, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui que cela ne l'a été et que ça le sera à nouveau. C'est pour ça que je ne minimise pas à la levée des contraintes sanitaires. Parce qu'aujourd'hui, le lieu est bien moins fréquenté, notamment les vendredis. D'ailleurs, l'association que vous incriminez, d'une part, est sur un projet d'accession d'une maison un peu plus bas rue Durand avec l'aménagement d'un parking de plus grande capacité. Et par ailleurs, je l'ai fait vérifier par la police municipale. Vous parlez du problème sur Aldi, a même mis un panneau pour demander à ceux qui fréquentent le lieu de culte de ne pas utiliser le parking d'Aldi. Et par ailleurs, fait à l'intérieur de la mosquée des appels très réguliers des fidèles pour leur demander de respecter les règles de stationnement et surtout de ne pas importuner les riverains. Alors, ce n'est pas pour autant que c'est suivi par tout le monde, j'en conviens bien. Simplement dire que dans la période très récente, le problème se pose avec moins d'acuité. C'est d'ailleurs tellement vrai que j'ai fait relever de façon très objective, on enregistre à la ville de Metz absolument toutes les réclamations et que nous en avons depuis 2014, depuis 2015, vous citez 2016, 2017, 2018, mais que nous n'en avons plus eu depuis le mois de juillet. Alors, ce n'est pas que les gens ne s'en plaignent pas, je veux dire simplement dire sur le baromètre ou le thermomètre qui est niveau de plainte à la mairie, il n'y en a plus eu. Il y a eu un échange de correspondance avec un monsieur que je connais bien et la métropole. Alors, ça m'a fait réagir avec une réponse de la métropole que je n'avais pas vue, alors que j'en étais déjà le président. Mais les services ont mis un certain temps à s'apercevoir que quand on répondait aux citoyens,
ce n'était pas les services directement à la signature d'un vice-président, et que c'était au président à le faire et en lien avec le maire de la commune, quelle qu'elle soit. En l'occurrence, là, j'étais concerné aux deux titres. Alors, ce qui est à faire, effectivement, absolument, d'améliorer les conditions de stationnement. Alors, vous faites vous-même état du terrain qui a un statut complètement bancal, le grand terrain à l'arrière. Alors, un terrain qui n'est pas un espace vert et qui n'est plus vraiment, d'ailleurs, les seules fois, c'était une très mauvaise pelouse, la seule fois qu'elle était utilisée en espace vert, c'était par l'association elle-même, parce que ce terrain est aujourd'hui rien d'autre qu'un délaissé qui avait été acquis un moment par le département, mais qui n'a jamais mis en œuvre ce projet de réalisation d'un accès direct entre la sortie de la voie rapide et la rue du Général Mettmann. Le projet n'a jamais été arrêté ni dans un sens ni dans l'autre. Il n'a jamais été mis en œuvre par le département. J'ai pu me rendre compte, en étant très présent sur le secteur, qu'on n'avait pas forcément promis la même chose aux habitants de toutes les rues, c'est-à-dire qu'aux riverains directs, qui seraient aussi très gênés par un accès direct, au moins autant que par la situation actuelle du stationnement, on leur avait dit qu'on ne le ferait pas. Et par ailleurs, sur la rue un peu plus loin à Montjean, ce qui sert de déviation, là on leur a dit qu'on le ferait. Donc la situation est un peu délicate parce qu'on a des citoyens qui sont persuadés bénéficier de la collectivité d'engagements contradictoires. En tout état de cause, je crois qu'il faut effectivement aménager le stationnement et il y a une nécessité d'augmenter, et pas seulement pour ce lieu de culte, mais d'une façon générale, d'augmenter le stationnement. De préserver la tranquillité, mais le problème entre effectivement davantage de fluidité ou davantage de tranquillité, la réponse n'est pas évidente et je compte bien consulter les habitants du quartier et certainement utiliser au maximum les possibilités de stationnement sur tout l'espace disponible jusqu'à la voie rapide. Et ensuite, effectivement, bien les faire respecter. Donc, je l'ai fait en d'autres lieux, en d'autres circonstances, dans des situations à peu près analogues. Eh bien, il y a la sauce qui fait ce qu'elle peut, les gens qui souvent font ce qu'ils veulent, et il faut effectivement que la police municipale soit là d'abord pour prévenir et puis ensuite pour verbaliser. Alors, je voudrais vous dire qu'en termes de verbalisation, vous dites qu'il n'y en a aucune, ce n'est pas vrai. Là aussi, j'ai fait ressortir, il y a eu en 2020 61 verbalisations, il y en a eu en 2021 13. J'ai demandé pourquoi, on m'a répondu simplement parce qu'il y a beaucoup moins de monde en raison des contraintes sanitaires. Donc il y a des verbalisations, pas vrai qu'il n'y en a pas. Ce qui est certain, là je rejoins, c'est que les riverains continuent parfois à être très gênés. Voilà. Et il faut rappeler à l'ordre et à la discipline et au respect des riverains l'ensemble des usagers, ici comme ailleurs, sans passe-droit. Et c'est bien les consignes que je donne et on vérifiera que ce soit ainsi pratiqué. Voilà ce que je pouvais vous dire, Madame Boinson. Si vous souhaitez reprendre la parole, je vous la donne. Encore juste une question qui perturbe encore surtout ceux qui sont directement concernés, c'est par rapport au terrain du 2B rue Paul Durand, où se pratiquent des cérémonies d'enterrement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes donc, qui prêchent avec un cercueil au vu de tout le monde entre deux habitations. Et ça, les habitants ne supportent plus. Il y a des petits-enfants qui regardent par la fenêtre. Voilà, je voulais quand même préciser là-dessus. 2B, je ne sais pas. Moi, je n'ai aucune plainte. C'est-à-dire, le monsieur que j'ai rencontré, auquel vous faites référence, est lui-même musulman et ne se plaignait certainement pas de ça. Après ça, s'il y a un cercueil en plein air, on dit les enfants ne supportent pas. Vous avez peut-être jamais habité dans un petit village. Moi, j'y allais, mon grand-père y était.
à l'enterrement, le cercueil sortait, il n'était pas enfermé dans une voiture, on l'amenait en carriole jusqu'au cimetière, ça traumatisait personne. Donc la vue, je veux dire, d'un cercueil en soi n'est pas forcément un acte absolument traumatisant, et le terrain auquel vous faites référence est un terrain privé. Alors je ne sais pas s'il y a une règle qui interdit strictement à ce moment-là, qui est un terrain d'ordre privé, si c'est tenu, je veux dire, par des pompes funèbres et qu'il est là. Voilà, donc je me renseignerai sur l'état du droit, mais personne ne m'a saisi jusqu'à présent de ce problème, je ne sais même pas de quelle façon il peut se poser en droit. Et il y a plein de petits villages où des bons catholiques, je veux dire, pratiquent encore quand on peut, le cercueil. Alors c'est vrai que maintenant on le met dans des voitures, des voitures automobiles, comme on dit, et non plus une charrette à cheval. Mais de toute façon, il y a beaucoup de gens qui voient quand même le cercueil qui sort de l'église avant qu'il rentre dans le véhicule. Alors je ne sais pas si la vision d'un cercueil est aussi traumatisante que vous le dites, ou si elle peut être différemment traumatisante selon la religion de celui qui est dans le cercueil, mais je vous redis, sur les questions de stationnement, de tranquillité, de commodité, de possibilité pour les riverains même de pouvoir sortir de leur propriété sans entrave, là effectivement, là-dessus, il y a raison de dire les choses, même si elles se posent avec moins d'acuité au moment où vous le soulevez, faisant de la contrainte sanitaire, je vous le redis, elles se poseront forcément beaucoup plus fortement à la levée des contraintes, et il faut absolument que nous régulions la situation dans l'intérêt des riverains et pour une parfaite cohabitation de tous. Voilà, sur ce, l'ordre du jour étant épuisé, je ne sais pas, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de soirée.